Salut tout le monde. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes focalisés sur le contexte historique de la création de l'unité, sa participation en tant qu'unité combattante, ainsi que sur son rôle d'instruction dans l'armée allemande. Je mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à booster la vidéo également. Je lis tout et fais en sorte de répondre à tout le monde. Notre deuxième partie est consacrée au matériel et à l'équipement utilisé par les troupes d'assaut en général et les Sturmbataillons en particulier. Mais avant cela, deux mots sur les tactiques employées et mises au point par Wilhelm Rohr. C'est assez essentiel de revenir là-dessus pour comprendre pourquoi un tel équipement était utilisé. La présentation est en partie basée sur les sources primaires suivantes, le manuel d'instruction du Sturmbataillon numéro 2 de 1917, ainsi que le manuel d'instruction de combat rapproché de la même année. À partir du mois de mars 1916, les deux villes de Beuville et Doncourt furent transformées en camps d'entraînement avec des tranchées reconstituées pour enseigner à l'armée allemande les tactiques mises au point par Rohr et son Sturmabteilung, qui deviendra un peu plus tard un bataillon d'assaut. Ça, j'en parle déjà dans la première vidéo. Cette Stoßtruppe tactique reposait sur plusieurs principes fondamentaux, dont la surprise, la vitesse et l'agressivité, dans le but d'ouvrir des brèches dans le système de défense ennemi afin que celle-ci soit exploitée par l'infanterie. Les troupes déjà existantes privilégiées pour la création des nouveaux bataillons d'assaut étaient les pionniers. Cela s'explique par leur expertise à l'utilisation de la grenade, ainsi que les Jäger, qui étaient des unités d'infanterie légère très mobiles, qui feront très probablement l'objet d'un cycle de vidéos dans les mois qui suivent. Par exemple, le Jäger bataillon numéro 3 brandebourgeois fut transformé en Sturmbataillon numéro 3. Un bataillon d'assaut a plusieurs objectifs. La maîtrise particulièrement approfondie de toutes les techniques de combat modernes, cela passe par l'hyper-spécialisation de chaque individu. Dans les manuels d'instruction, on insiste particulièrement sur l'exploitation du caractère individuel de chaque soldat, l'expérimentation de nouvelles tactiques, la formation et l'instruction des autres unités de l'armée, la mise à disposition de groupes d'assaut à l'infanterie pour des petites opérations d'attaque, et l'exécution par le bataillon d'assaut d'opérations particulièrement difficiles. Les critères de sélection des pionniers des bataillons d'assaut étaient les suivants: jeunes hommes âgés de moins de 25 ans, athlétiques et agressifs. Le critère célibataire évoqué précédemment dans le short relève plutôt du mythe, car aucune source primaire n'y fait référence. L'entraînement de ces troupes était quotidien. Il consiste en des parcours de sortie rapide de tranchées, sauts courts et rapides, franchissement d'obstacles, progression de cratère en cratère jusqu'à la position ennemie, nettoyage de tranchées, transport de matériel, etc. Mais également des exercices de construction d'obstacles et de destruction. Ça c'est très important parce que dans les bataillons d'assaut, il y avait des équipes de construction et des équipes de destruction. J'insiste vraiment sur le fait que c'était des troupes très spécialisées, que chacun avait son rôle et tout était millimétré. Ces entraînements doivent être le plus variés possible. Les exercices de maniement d'armes et de gymnastique libre devaient être intercalés pour améliorer la discipline, l'allure et l'habileté des hommes. On veillera à fournir une nourriture bonne et savoureuse aux hommes, et un soin particulier doit être apporté à la tenue qui doit être vérifiée avant chaque service. Il y a vraiment une culture de la bonne cohésion du groupe, de sorte que les soldats enclins à des actes répréhensibles soient empêchés par leurs camarades de les commettre. Les assauts menés par les Sturmbataillons étaient donc minutieusement préparés en amont avec les unités d'infanterie qui allaient y prendre part, et durant cette étape, des points faibles précis du front étaient sélectionnés. Ce sont ce qu'on appelle les points de pénétration. Et les zones les mieux défendues, risquant d'opposer le plus de résistance, étaient également repérées à cette étape. On cherche à développer une puissance de feu maximum sur des points très précis et très concentrés à l'aide d'armements nouveaux comme les canons d'infanterie, les lance-grenades, les lance-flammes, aussi bien statiques que portatifs, ainsi que des mitrailleuses, le but étant de combiner la puissance de feu et le choc. Les attaques pouvaient se dérouler la nuit et les objectifs étaient divers et variés. Cela pouvait aller de récolter des informations stratégiques à semer la confusion dans les rangs adverses en vue de préparer un assaut de plus grande envergure. On donne un objectif aux soldats qui doivent tout faire pour l'obtenir. Lors des opérations menées en groupe avec la troupe, il faut avant tout viser l'accomplissement de l'objectif, quitte à contourner la chaîne de commandement traditionnelle, le but étant de donner le plus d'initiative possible aux soldats sur le terrain. Une bonne collaboration entre la troupe et les groupes de choc du bataillon permettra toujours de répondre au mieux aux missions assignées. Les conditions indispensables au succès d'une opération est toujours une reconnaissance préalable approfondie. Il ne doit y avoir aucun mélange d'unités et l'effet de surprise doit être préservé autant que possible lors des opérations d'attaque. Le point de percée doit être choisi là où un boyau de communication ennemi rejoint les tranchées de seconde ligne, le but étant d'empêcher tout repli des troupes ennemies. L'expérience a montré qu'un groupe d'assaut doit se voir attribuer une bande d'attaque d'environ 200 mètres de large et pas plus.
On cherche la destruction complète des obstacles ennemis. Celle-ci peut être réalisée par tir d'artillerie et de mortier ou par explosion de charges anti-barbelés. Une fois réalisé, le point de percée est signalé au groupe d'assaut suivant par un ruban blanc déroulé. Pour résumer, la Stoßtruppe tactique est une évolution tactique progressive menée par plusieurs officiers supérieurs au cours de la guerre, aussi bien sur le front de l'Ouest que le front de l'Est, et bon nombre d'officiers firent leurs preuves et s'accomplissèrent dans la réalisation de ce type de tactique brutale. Comme à l'accoutumée, il s'agit d'une présentation non exhaustive, mais relativement complète de l'uniforme et de l'équipement d'un pionnier d'assaut. L'équipement des groupes d'assaut doit être particulièrement léger. Il se compose de la tenue de campagne avec la Feldmütze modèle 1907 en tant que coiffe de repos. Ici, un modèle de pionnier avec un bandeau noir, passepoilé rouge et 2 cocardes, celle de l'Empire allemand et celle de la Prusse. Ces 2 cocardes sont présentes sur toutes les coiffes de repos. La Reichskokarde est invariable et la Landkokarde donne donc une indication sur le land d'appartenance de l'unité, ici de couleur noire et blanche donc pour la Prusse. L'adoption de la Feldbluse modèle 1915 témoigne de la volonté d'avoir un uniforme encore plus discret et simplifié que ce qui se faisait avant. Ici, notez la présence de pattes d'épaule cousues présentant un chiffre 5 en rouge sur fond noir, pour le Sturmbataillon numéro 5. C'est le modèle de pattes d'épaule pour les unités de pionniers. Quelquefois, des renforts de cuir au niveau des coudes peuvent être observés. Dans certains assauts, des brassards blancs pouvaient être portés, de nombreuses photographies en témoignent. Il s'agit d'un dispositif rudimentaire qui permettait de mieux identifier alliés et ennemis. Côté français, un carré blanc pouvait être cousu dans le dos durant les grandes offensives de 1915. C'est un système d'identification très rudimentaire mais qui est encore employé de nos jours. Port d'un pantalon, ici de teinte Steingrau, avec renfort en cuir qui est caractéristique des troupes d'assaut. Ces ajouts ont été conçus pour ralentir l'usure lors des déplacements couchés. Et la teinte du pantalon pouvait varier, ça pouvait être soit Feldgrau, velours côtelé, passepoilé rouge ou non, c'est assez variable. Le port des bandes moltières droites avec brodequin était privilégié, même si on peut voir sur certaines photographies d'époque des Stoßtruppen, donc des troupes de choc, avec des bottes. Mais les Sturmtruppen, eux, issus de bataillons d'assaut officiels, étaient toujours équipés de bandes moltières, beaucoup plus pratiques et économes en cuir que les bottes de marche. Le casque en acier, le Stahlhelm modèle 1916, donc l'adoption du casque en acier par toutes les armées belligérantes constitue l'innovation uniformologique la plus importante de la Grande Guerre. Et ce Stahlhelm va fixer la silhouette du soldat allemand du XXe siècle. Ce casque est mis à l'essai pour la première fois à la fin 1915 dans le Sturmabteilung Rohr. C'est donc cette unité qui perçoit la première et valide le casque en acier qui est alors progressivement distribué à l'ensemble de l'armée allemande à partir du mois de février 1916. Il s'agit d'un casque en acier d'environ 1 mm d'épaisseur pourvu d'une coiffe en cuir et d'une jugulaire semblable à celle du Pickelhaube, le casque à pointe. Sa forme particulière avec une large nuquière recouvrant les oreilles posera plusieurs problèmes pratiques. Déjà, les oreilles sont totalement recouvertes, créant possiblement des effets de résonance, il y a une explosion à proximité, et la position couchée est extrêmement inconfortable, si bien qu'il pouvait être porté à l'envers. Ça a déjà été vu sur certaines photos. Il est pourvu de 2 aérations en forme de boulon, permettant d'y fixer une plaque de protection supplémentaire, appelée la Stirnpanzer. Le modèle 1918 est relativement similaire et diffère principalement par sa jugulaire directement attachée au bandeau de coiffe. Un modèle 1918 à échancrure dégageant les oreilles fait son apparition à la toute fin de la guerre. Un couvre-casque pouvait également être porté. Le fameux camouflage 3 tons est lui caractéristique des 4 derniers mois de la guerre et ne peut pas être porté avant. La tenue d'assaut ne doit pas gêner l'homme, comme stipulé dans le manuel du 2e bataillon d'assaut de 1917, ainsi le ceinturon est porté sans cartouchière. Accroché à celui-ci nous retrouvons le Brotbeutel, équivalent de la musette contenant une double ration. Le port de 2 bidons de 800 ml, remplis d'eau évidemment, mais également de café ou de thé s'est révélé particulièrement indispensable. Des bretelles de suspension destinées à la cavalerie pouvaient être portées, mais ce n'est pas obligatoire. On voit beaucoup de photos sans. 2 sacs de sable sont portés autour du cou, en sautoir, et reliés à l'arrière, et chaque sac contient 4 grenades à manche, et les fonds des sacs sont remplis de sable, qui pourra servir à la reconstruction de la position ennemie après un assaut réussi. Dans chaque poche latérale de la vareuse, on retrouve 4 grenades œufs, avec un dispositif de mise à feu dans la poche gauche. Environ 20 cartouches de carabine en chargeur, soit 4 lames chargeurs, sont portées en vrac dans les poches.
Chaque groupe de choc dispose d'environ 2 à 3 très bons tireurs au pistolet avec 2 chargeurs de réserve chacun. La grande pelle est portée au ceinturon avec le manche attaché à l'aide d'une sangle en cuir passant sous la patte d'épaule du côté gauche. Le but étant de retourner toutes les défenses d'une tranchée prise à l'ennemi et de réorganiser celle-ci. Dans le manuel d'instruction, il est stipulé pelle de taille moyenne. Les manches étaient donc raccourcies. On ne l'a pas fait ici pour des raisons évidentes de respect de matériel original. Différents modèles de pince-coupe barbelés ont été utilisés comme outil secondaire pour compléter des brèches existantes de manière discrète. Cependant, la coupe des réseaux de barbelés ennemis est envisagée qu'à titre exceptionnel et doit être exercée de nuit le plus silencieusement possible ou de jour sous la protection de lanceurs de grenades. Même si la doctrine privilégie l'artillerie et les explosifs pour éliminer les défenses, la pince reste un outil d'appoint utile à la percée. De toute évidence, le pionnier d'assaut est doté d'une protection anti-gaz. Pour l'année 1916, notez le port de la sacoche anti-gaz pour stocker le masque et les filtres de réserve. Le tout est attaché au ceinturon. Il a existé 3 variantes de Gummy Mask. Le premier est apparu à l'automne 1915 pour remplacer les tampons qui avaient de gros problèmes d'ergonomie, car c'était assez difficile de bien les ajuster sur le visage. Le Gummy Mask garantit une bonne étanchéité, plusieurs tailles étaient disponibles, et il est remplacé à partir du mois de juin 1917 par le Leather Shoots Mask modèle 17. Je ne rentre pas dans les détails de toutes les variantes, mais ça fera l'objet d'une vidéo à un moment ou à un autre. Pour les chefs de groupe s'ajoutent le pistolet de signalisation, les jumelles et le sifflet. Ici, un pistolet lance-fusée Able permet de signaler et de se coordonner avec l'artillerie et les avions dits d'infanterie. Car l'avion constitue un moyen précieux de reconnaissance et de transmission. On reconnaît l'avion d'infanterie au fait qu'il porte 2 longs fanions noir, blanc, rouge aux extrémités externes du plan inférieur et qu'il vole à plus basse altitude que les autres avions, entre 500 et 1000 mètres environ. Les moyens de transmission de l'infanterie vers l'avion sont les suivants. Ça pouvait se faire avec des drapeaux de signalisation, blanc ou rouge, et des lampes de signalisation avec un système de communication morse. Les moyens lumineux, donc fusée blanche ou rouge ou torche au magnésium. L'aviateur pouvait répondre avec des signaux lumineux, des fusées et par lampe, mais également par lâcher de messages. Pour faire connaître sa propre ligne à l'observation d'artillerie, on utilise des boucliers de protection peints en gris du côté ennemi et peints en blanc ou rouge du côté intérieur. Différentes couleurs de fusées sont employées pour des messages différents. De plus, les lampes servaient à indiquer au groupe d'assaut le chemin du retour vers la position de départ après accomplissement de sa mission. L'armement principal du pionnier d'assaut est la grenade, qui se révèle particulièrement appropriée à la guerre de position. Au début de la guerre, les grenades sont relativement peu développées dans les arsenaux des différents belligérants. Mais l'émergence de la guerre de position va radicalement changer l'histoire de cette arme, pourtant déjà utilisée depuis le XVIIIe siècle. L'infanterie allemande, elle, n'a jamais vraiment été entraînée à utiliser des grenades en temps de paix. Ce sont les pionniers qui sont spécialisés dans l'usage de cette arme. L'ancêtre de la grenade à manche est le pétard-raquette, beaucoup utilisé par l'armée française dans le chaos du début de l'année 1915. Tout d'abord, il y a une distinction à faire sur les différents types de grenades, distinction entre les grenades défensives et offensives. Un modèle dit défensif est destiné à tuer par projection d'éclat en acier dans un large rayon d'action. Et un modèle dit offensif est destiné à étourdir ou blesser l'adversaire en minimisant les risques pour l'assaillant, par effet de blast. On utilise au combat la grenade à manche offensive qui est l'héritière du pétard-raquette et la grenade œuf défensive a un effet de fragmentation plus important. Le premier modèle de grenade à manche apparaît en 1915. Elle est composée d'une tête cylindrique métallique fixée à un long manche en bois, ce qui facilite le lancer. Son système d'allumage se fait par traction en déclenchant un retard d'environ 5 à 7 secondes. À partir de la fin 1915, 2 modèles de grenades à manche percutantes firent leur apparition. Mais c'est à partir de 1916 qu'un modèle à capuchon fit son apparition. À partir de 1916, on va utiliser d'autres types d'explosifs qui va permettre la réduction de la taille de la grenade et d'améliorer sa fabrication. Et c'est cette évolution qui va conduire à la grenade à manche modèle 1917. Ces grenades étaient utilisées à la fois comme arme offensive et défensive. Elles étaient très bruyantes, assez meurtrières, avec une portée d'action qui restait assez limitée. Leur principal défaut était en fait leur forme encombrante, peu pratique pour le transport. Le carabineur 98 est utilisé comme arme secondaire, très fréquemment rencontré sous le nom de carabineur 98 AZ parmi les collectionneurs, ce qui correspond plutôt à la désignation du projet au moment de la fabrication et non de l'arme en elle-même. Bon après c'est du chipotage. Il s'agit d'une arme de calibre 7,92 mm qui est plus courte et plus compacte que le Gewehr 98 standard. Il a équipé la cavalerie et les troupes d'assaut entre autres durant la Première Guerre. Carabineur 98 possède une bretelle très spécifique à 9 trous qui est plus rare que le fusil lui-même.
D'après le manuel d'instruction de combat rapproché datant de 1917 que j'ai pu consulter, il existe de nombreuses manières de se battre au corps à corps, impliquant des armes blanches, de l'escrime à la baïonnette, même utiliser son fusil comme gourdin. Cependant, le corps à corps était relativement rare, mais pas si anecdotique que ça. Un groupe d'assaut est composé à sa tête du chef de groupe, c'est lui qui va diriger le groupe, donner le signal pour l'assaut, ordonner des nouveaux lancers de grenades. Il va également ordonner le barrage des boyaux ennemis et c'est lui qui est responsable du bon cheminement du groupe dans le No Man's Land. Derrière lui se trouvent deux lanceurs de grenades, un spécialisé pour le lancer court, l'autre spécialisé pour le lancer long. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le caractère ultra spécialisé de ces troupes. Derrière les deux lanceurs, il y a deux pourvoyeurs. Ils sont chargés de s'assurer que les deux lanceurs de grenades ne manquent jamais de munitions. Derrière ces deux pourvoyeurs, il y a le reste du groupe. Et à la fin, les deux derniers hommes assurent la sécurité avec leurs carabines vers la droite et vers la gauche. C'est eux qui sont chargés en fait, de contrer toutes les attaques qui peuvent avoir lieu par-dessus le parapet et vers l'arrière. Quelquefois, il peut y avoir des configurations avec des lance-flammes. Lors de la collaboration avec des lance-flammes, la disposition change légèrement. Et la condition la plus importante est que les groupes d'assaut et les lance-flammes aient souvent exercé ensemble. Les lance-flammes sont employés de deux manières selon la mission. Soit le lance-flamme constitue la pointe du groupe, soit il suit les lanceurs de grenades en réserve et est alors engagé en cas de résistance soudaine. Si le groupe doit progresser en profondeur, il doit être renforcé en conséquence. En fait, on va tout faire pour que les groupes d'assaut ne soient jamais isolés. Et chaque groupe va recevoir un objectif très précis qu'il doit atteindre, mais qu'il ne doit jamais dépasser. Car la dernière chose qu'on cherche, c'est que les troupes se gênent. Pour résumer, les bataillons d'assaut allemands constituent une réponse au blocage de la guerre moderne, par la mobilité, l'initiative individuelle, l'ultra-spécialisation et la violence du choc. Là où les Alliés ont privilégié l'emploi simultané de chars d'assaut, d'aviation et d'infanterie. Et ça évidemment, ça s'explique par des conditions économiques et matérielles bien différentes. On espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment, comme d'habitude, toutes les sources sont en description. Un grand merci à la chaîne germanophone Feldpost et à Philippe, qui m'a transmis tous les documents, toutes les sources primaires pour l'écriture de cette vidéo. C'est très gentil de sa part. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est super intéressant ce qu'ils font. Un beau programme est prévu pour cet été et pour le mois de septembre. Beaucoup de travail, donc voilà. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Salut à tous!